Le 15 janvier 1971, le temps s'est brutalement arrêté à Bafoussam. Sous un ciel lourd d'émotions, une foule immense est forcée d'assister à l'irréparable. Face au peloton d'exécution, un homme se tient debout, refusant le bandeau sur les yeux, pour regarder la mort en face. Cet homme, c'est Ernest Ouandié. On vous a dit que l'indépendance avait été acquise en 1960, mais pour lui, ce n'était qu'un mirage. Tandis que d'autres s'installaient dans les palais, ce lion de l'UPC est resté dans la forêt pour un combat que beaucoup croyaient perdu. Pourquoi a-t-il été trahi? Pourquoi sa mort était-elle nécessaire? Voici la vérité sur le dernier martyr de la liberté camerounaise. Pour comprendre pourquoi Ernest Ouandié n'a jamais déposé les armes, il faut briser un mythe soigneusement orchestré, celui de l'indépendance du 1er janvier 1960. Ce jour-là, sous un soleil de plomb à Yaoundé, Amadou Ahidjo proclame la naissance de la République du Cameroun aux côtés de Louis Jacquinot, représentant du général de Gaulle. Mais pour Ernest Ouandié et les patriotes de l'UPC, ce n'est qu'un lever de rideau sur une pièce de théâtre tragique. Une indépendance de façade octroyée à ceux qui ont accepté de ne rien changer au système colonial. Pourquoi cette dénonciation? Parce que dans les coulisses, avant même le premier lever de drapeau, des accords de coopération léonins ont été signés. Ces pactes, rédigés à Paris, verrouillent l'avenir du pays. Ils garantissent à la France une priorité absolue sur les ressources stratégiques, l'uranium, le pétrole, le bois, et imposent le maintien du franc CFA, une monnaie dont les réserves de change restent sous contrôle du Trésor français. Plus grave encore, une clause de défense secrète permet à l'armée française d'intervenir sur le sol camerounais pour maintenir l'ordre. En résumé, le drapeau a changé de couleur, mais les clés du coffre et le commandement des fusils sont restés à l'Élysée. C'est dans ce climat de trahison nationale qu'Ernest Ouandié décide de porter seul le poids de la dignité. Le mouvement nationaliste est alors décapité. Il y a d'abord eu l'assassinat de Ruben Oumniobé, le Mpodol, traqué et abattu dans la forêt de Libelingoy en septembre 1958. Puis le choc de novembre 1960, l'empoisonnement au thallium de Félix Moumié à Genève, orchestré par un agent des services secrets français, William Bechtel. Ouandié est désormais le dernier pilier historique de l'UPC encore debout. Il refuse les postes dorés et les compromissions. En 1961, il quitte le confort relatif de son exil entre Accra et Conakry pour plonger dans l'inconnu. Il rentre clandestinement au pays, traversant des frontières surveillées par les troupes d'élite de l'armée française. Sous le nom de code Camarade Émile, il s'enfonce dans les montagnes escarpées de l'Ouest. Son objectif est colossal. Transformer l'ANLK, Armée de libération nationale du Cameroun, affaiblie par les purges et la fatigue, en une force capable de renverser l'ordre néocolonial. Il ne revient pas pour le pouvoir, mais pour une idée, transformer cette indépendance de papier en une souveraineté réelle. Il sait que la traque sera sans merci, mais pour le camarade Émile, la liberté ne se demande pas, elle s'arrache. Pendant près de 10 ans, Ernest Ouandié devient une ombre, un fantôme qui hante les nuits du régime de Yaoundé. Caché dans les replis escarpés des montagnes de l'Ouest et les forêts denses du Mungo, il échappe à toutes les nasses. Pour le président Ahidjo, il est l'obsession, l'ennemi public numéro 1 qu'il faut effacer pour stabiliser son pouvoir. Pour les paysans de la région, il est le camarade Émile, le dernier gardien de la flamme. Mais en 1970, l'étau se resserre. Le maquis est exsangue. L'armée camerounaise, encadrée par des conseillers militaires français et guidée par le CEDOC, la police politique de Jean Fauchivet, quadrille le terrain. Ouandié est affaibli par la malaria, la faim et surtout l'isolement total. Ses communications avec l'extérieur sont coupées, ses compagnons tombent un à un. Et comme souvent dans l'histoire des résistances africaines, ce n'est pas la supériorité des armes qui l'abat, mais le poison de la trahison. Le 19 août 1970, près de Mbanga, la traque s'achève. Épuisé, à bout de force, Ouandié sort de la forêt. Le rôle de l'Église catholique dans cet épilogue est complexe et douloureux. L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Albert Ndongmo, avait tenté une médiation impossible pour stopper l'effusion de sang. Mais le régime transforme ce geste humanitaire en complot d'État. Ndongmo est arrêté, accusé de collusion avec les rebelles.
Wandier, lui, est jeté dans les geôles du régime. Le pouvoir veut faire de ce procès un spectacle de terreur. En décembre 1970, devant le tribunal militaire de Yaoundé, s'ouvre l'affaire dite Ndongmo Wandier. La sentence tombe comme un coup près, la peine capitale. Face à ses juges, Wandier reste de marbre. Il ne demande aucune grâce, ne signe aucun reniement. Il sait que ce tribunal n'est qu'un instrument de circonstance. Il a déjà les yeux fixés sur le jugement de l'histoire. Le 15 janvier 1971, à Bafoussam, la sentence est exécutée sur la place publique. Le régime a forcé la population à assister au supplice pour briser les esprits. Ernest Wandier s'avance vers le peloton d'exécution. Il refuse qu'on lui bande les yeux. Il veut regarder la mort et ses bourreaux en face. À l'instant où les balles déchirent le silence, la résistance armée historique de l'UPC s'éteint physiquement. Mais dans le sang versé à Bafoussam, un mythe immortel prend racine, celui d'un homme qui a prouvé que la dignité n'a pas de prix et que la véritable souveraineté ne s'octroie pas, elle se sacrifie. Ernest Wandier est tombé à Bafoussam le 15 janvier 1971, mais son exécution n'a pas enterré son combat. En s'écroulant sous les balles, il a crié une dernière fois, d'une voix qui résonne encore dans les montagnes de l'Ouest, « Vive le Cameroun, vive l'Afrique indépendante !» Pendant 2 décennies, son nom est devenu un tabou absolu. Sous le régime d'Aïdjo, prononcer le nom de Wandier ou de l'UPC pouvait conduire directement dans les geôles du centre de détention de Mantoum. On a tenté d'effacer son visage des manuels scolaires et sa mémoire des consciences pour ne pas réveiller le lion qui sommeille en chaque citoyen. Mais l'histoire a la peau dure et la vérité finit toujours par fissurer le béton du silence. Il aura fallu attendre le souffle des grandes contestations démocratiques des années 90 pour que le mur s'effondre. Le 16 décembre 1991, sous la pression de la rue et des villes mortes, l'Assemblée nationale vote la loi numéro 91/022. Ernest Wandier est enfin réhabilité officiellement comme héros national aux côtés de Ruben Umniobé et de Félix Moumié. Ce n'était pas seulement un acte administratif, c'était le retour triomphal de la vérité historique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de débattre sur ses méthodes de guérilla, mais de reconnaître qu'il était le dernier rempart de notre honneur. Ernest Wandier nous laisse un héritage qui brûle encore. Il nous rappelle que la liberté n'est jamais un don gracieux de l'ancien colonisateur, mais une conquête permanente. Il nous enseigne que la véritable souveraineté n'est pas un simple slogan imprimé sur un pagne de fête nationale, mais une lutte de chaque instant pour le contrôle de nos ressources, la maîtrise de notre monnaie et surtout l'indépendance de notre pensée.